C'est Merveille qui est à la technique, comme on dit. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, c'est Bonjour bien moi. Merveille, merci d'assurer les aspects techniques de cette réunion. Eh bien, écoutez, bonjour, je suis très heureuse de voir que nous sommes nombreux pour cette première matinale, si on réserve si on raisonne en termes d'année scolaire, puisque nous sommes 60 participants pour un sujet hautement pratique qui doit intéresser un certain nombre d'entre vous. Merci de votre participation. Donc, je me présente toujours parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que certains d'entre vous me voient pour la première fois. Emmanuelle Dupart, je suis présidente de l'IEAM, association de médiation qui a eu, sous l'impulsion de la commission communication, la merveilleuse idée de créer ces matinales il y a quelques années, des matinales qui rencontrent un vif succès, comme en témoigne encore ce matin le nombre de participants qui nous ont rejoints. Je vais parler juste quelques minutes et passer ensuite la parole à Jocelyne Canetti, présidente de la commission communication, et ensuite, bien sûr, la parole à nos oratrices. Je parle quelques minutes pour présenter nos oratrices. Aujourd'hui, nous avons un beau tandem de deux femmes avocates très actives au sein de l'IEM, Catherine Boineau et Myriam Ebghi. Un petit mot pour présenter Catherine, pour ceux qui ne la connaissent pas. Catherine est avocate depuis 1975, avec une spécialisation en droit des affaires. Elle a suivi donc de nombreux contentieux pour les entreprises et pour leurs dirigeants, tant en droit des contrats qu'en droit social, en droit pénal des affaires, mais également des conflits entre associés et du droit des entreprises en difficulté. Je dois ajouter que Catherine est médiatrice depuis 2003. Elle est médiateur de la consommation depuis 2017, référencée en tant que médiateur auprès du CNMA et la Cour d'appel de Paris depuis 2018. Voilà, Catherine, c'est une bio résumée. Juste pour compléter, Catherine est membre de l'IEM depuis 2019, administrateur de notre honorable association, ainsi que membre de la communication expertise et communication de l'IEM. C'est dire comme Catherine est active au sein de l'IEM. Je vais ajouter quand même que Catherine est également membre du groupe de travail médiation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qu'elle a également présidé la section internationale de l'ACE, l'Association des conseils en entreprise. Voilà Catherine. Myriam que nous retrouvons également aujourd'hui. Myriam est de formation expert comptable, puis elle a rejoint le cabinet ITANU Avocat, qui est un cabinet reconnu sur la place de Paris pour sa spécialisation en droit du numérique, Et depuis sa création, Myriam y exerce une activité de juriste consultant. C'est donc une double formation, à la fois de comptabilité et de droit, qui permet à Myriam d'accompagner les startups et leurs fondateurs, ce qu'elle a fait dès les années 90, tant pour accompagner leur levée de fonds que le transfert de la gouvernance de leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je peux ajouter que Myriam, aujourd'hui, elle accompagne les dirigeants d'entreprise tant dans leur succès que dans leurs difficultés, notamment relationnelles, et que c'est ce chemin qui a conduit Myriam tout naturellement vers la médiation. Et c'est pour cela que Myriam nous a rejoints en 2018. Myriam est également active au sein de l'IEM puisqu'elle est membre de la commission communication de l'IEM. Voilà, j'espère avoir fait un résumé fidèle de vos principales titres et qualités et expériences. Et je vais maintenant donner la parole à Jocelyne qui va nous présenter la matinale et les modalités pratiques. Jocelyne, tu as la parole, je coupe mon micro. Bonjour à tous. Nous avons là beaucoup d'habitués, je reconnais beaucoup de visages. Donc, les questions-réponses, si possible, vous les mettez sur discuter, de manière à ce qu'on puisse, avec Emmanuel et Marianne, faire la synthèse de vos questions au moment des questions-réponses. Je voudrais saluer l'absence d'Éric Seban, qui est en audience ce matin, donc il vous demande de l'excuser, notre vice-président. Et enfin, je rappelle qu'il y a une deuxième matinale la semaine prochaine qui sera animée par Catherine Kessedjian sur la médiation dans les investissements internationaux
Donc, ce n'est pas une erreur. Vous avez reçu une deuxième invitation pour un deuxième mardi qui est le mardi 19 prochain. Voilà, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions, vos réactions pour qu'on vérifie, qu'on fasse la synthèse de vos questions. Et on passe tout de suite la parole à Myriam et à Catherine qui sont prêtes et toutes prêtes à nous parler des pièges en médiation. À tout à l'heure. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse avec Myriam d'animer cette première matinale de la rentrée de l'IEM sur les pièges en médiation. Alors, c'est un titre un peu provocateur, il ne veut pas être anxiogène, mais il est simplement réaliste parce qu'à la lumière de nos expériences pratiques et notamment à l'égard des nouveaux textes qui sont sortis, mais Myriam va vous en parler, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre d'incertitudes. Or, nous sommes tous des partisans ardents de la médiation pour éviter les aléas, le coût, la longueur des procédures judiciaires, aussi pour rétablir des relations humaines intelligentes et créer une nouvelle forme de justice. Et voilà que nous nous confrontons à un certain nombre d'interprétations divergentes sur des textes, que des différences sont susceptibles de naître et sont même nées, et qu'en conséquence, on se retrouve un peu l'arroseur arrosé parce qu'on voit des contestations qui parfois dérivent sur le judiciaire à l'occasion de la mise en œuvre du processus de médiation. Donc, c'est un constat réaliste et nous espérons qu'après notre matinale, vous repartirez plus zen dans vos activités respectives parce qu'on a essayé de faire une liste des points de difficulté qui méritent une vigilance particulière. Il faut aussi se méfier de la suspicion que pourraient entraîner ces divergences sur le médiateur, qui est le garant du processus de médiation. Et donc, tout ce que nous avons concocté avec Myriam est susceptible d'intéresser non seulement les médiateurs, mais pas que, parce que dans la médiation, il y a les avocats et les parties, et vous verrez à travers nos explications que tout le monde est concerné par les pièges en médiation. Alors, je passe la parole à Myriam qui va vous rappeler quand même, petite révision de rentrée, la teneur des nouveaux textes très importants qui ont été promulgués notamment par le décret de 2022. Myriam, à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, juste avant de vous présenter les nouveautés, les derniers textes, rapidement indiquer que notre propos traite essentiellement de la médiation commerciale et civile et que nous ne traitons pas de la médiation en consommation notamment, ou la médiation pénale, ou la médiation familiale, qui sont des médiations particulières et qui pourraient avoir des règles particulières qui s'appliquent à elles. Voilà. Ayant rappelé cela, comme l'a indiqué Catherine, il nous a semblé important de vous rappeler quelques textes récents qui sont applicables à la médiation. Et je vais commencer par celui qui nous semble le plus important, c'est le fameux décret numéro 2022-245 du 25 février 2022, favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et qui a donc modifié plusieurs dispositions. Ce décret a été publié au journal officiel électronique le lendemain, le 26 février 2022. Il y a également un autre décret, c'est le décret 2023-357. Vous avez tout cela dans notre partage d'écran que j'espère vous voyez tous. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui. Oui, parfait. Et donc, ce décret 2023-357, qui lui date donc très récent du 11 mai 2023, il a rétabli l'article 751 du CPC qui est relative à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation et de procédure participative en matière civile. Donc, on voit que le législateur travaille fortement sur ces questions de médiation, de conciliation et de résolution, on va dire, amiable des litiges qui devient un thème central aujourd'hui. Donc, on va en parler un petit peu plus longuement. Donc, le décret du 25 février 2022, il est important et il nous a semblé important de le rappeler, sur quoi il porte, parce que je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de le voir. Donc, le public déjà qui est concerné est un public très vaste, puisque ça commence par, c'est aussi bien les magistrats que les greffes de tribunaux, que les huissiers, avocats, notaires et particuliers. Donc, ça concerne beaucoup, beaucoup de monde, ce décret. Son objet était de simplifier la procédure qui est applicable à la médiation
Et il est entré en vigueur très rapidement, puisque comme je l'ai rappelé juste avant, ce décret du 25 février 2022 a été publié au journal officiel électronique dès le 26 février 2022. Donc, il est applicable, on va dire, pour la plupart de tous ces articles dès le lendemain. Alors, qu'est-ce qui nous apporte comme nouveauté ce décret? Et elles ne sont pas négligeables pour les praticiens, notamment de la médiation, mais également pour les autres. Donc, je vais vous mettre ce partage tout cela sur l'écran, comme ça, vous pourrez nous suivre. Donc, ce décret, il y a des nouveautés importantes. D'abord, l'injonction à l'information relative à la médiation. Ça, c'est très important, c'est une nouveauté, ça a été introduit et donc ça a modifié l'article 127.1 du CPC. Il y a eu également une nouveauté, c'est le versement de la fameuse provision qui revient en médiateur, cette fois-ci, non pas entre les mains du greffe comme cela se passait auparavant, mais directement entre les mains du médiateur. Et vous allez voir l'importance du versement de cette provision, on va en parler un peu plus loin. C'est l'article 131.6 du CPC. Donc, on a essayé de vous indiquer tout cela pour que vous puissiez prendre des notes si vous le souhaitez. Il a également apporté une précision qui n'est pas négligeable. Là aussi, Catherine vous en parlera. C'est le début de la médiation. C'est quand démarre une médiation judiciaire. Et bien, c'est maintenant à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur. Là, c'est l'article 131.3 du CPC qui a été introduit. Et ensuite, il y a la fixation du délai de paiement de cette provision sous peine de caducité. Retenez cela parce qu'on ne le sait pas, mais le non-versement dans les délais impartis et indiqués par le juge entraîne, enfin si c'est dans tous les cas, si ce n'est pas payé dans le délai limite, la caducité de la médiation. Et il a également, alors je suis désolée, je ne l'ai pas indiqué, mais je vais en parler, il a également créé la procédure applicable à l'apposition de la formule exécutoire par le greffe sur l'acte d'avocat qui constate un accord issu du mode amiable de résolution des différends. Donc, vous voyez que ce sont des points très, très importants qui ont été introduits par ce nouveau décret. J'aimerais vous dire, et je crois que je vais vous partager, notamment l'article 131.6 du CPC, qui me semble un article important. Qu'est-ce qu'il dit, cet article 131.6 du CPC? D'abord, cet article, il nous indique que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties et elle désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission. Elle indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, mais ça c'est pour le judiciaire, effectivement. Et la décision, elle fixe le montant de la provision. Elle fixe également le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement directement entre les mains du médiateur, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Elle indique également la répartition, bien évidemment, de cette provision. Et surtout, retenez bien ce qui est indiqué à la fin, la décision est caduque et l'instance se poursuit si jamais les parties n'avaient pas versé cette provision. Alors, maintenant qu'on a fait un petit rappel textuel, quelques explications sur le fondement du choix de notre sujet. En fait, on s'est aperçu avec Myriam qu'à de nombreuses occasions, on a des incertitudes sur des thèmes quasi existentiels, à savoir qu'est-ce que c'est que le début, qu'est-ce que c'est que la fin de la médiation. C'est un thème extrêmement important parce que savoir quand débute la médiation et quand elle finit, ça a une incidence directe sur des points essentiels, fondamentaux de la médiation, à savoir le respect de la confidentialité et également le calcul des délais. Et donc, le poète disait « autant suspend ton vol ». On sait que la médiation, ça suspend les délais quand on discute avec ceux qui s'intéressent à la médiation, mais c'est loin d'être suffisant parce qu'il faut être très précis. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et on se rend compte à travers déjà certaines décisions de jurisprudence que des parties, avec leur conseil, se sont fait taper sur les doigts pour ne pas avoir bien interprété la notion de début et de fin de la médiation. Donc, c'est parfois un peu technique, parfois un peu scolaire, mais ça nous a paru très intéressant de vous rappeler les règles du jeu. Et on a donc décelé avec Myriam 3 pièges principaux pour vous mettre en forme
dès le début de cette matinée. Le premier piège, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans le nouveau processus d'injonction de rencontrer un médiateur, puisque nous l'avons expérimenté en étant le médiateur qui doit réaliser cette information à la suite de l'ordonnance rendue par un juge. Il y a un certain nombre de difficultés qui se posent et qui ne sont pas encore résolues. Le deuxième piège, c'est médiation et confidentialité, quand et comment. On revient sur l'épineux problème du début et de la fin. Et le troisième piège, c'est le piège des délais, s'agissant de la prescription et de certains délais de procédure spécifiques qui sont applicables à la procédure en appel. Alors, je passe la main à Myriam, qui va vous expliquer quelles sont les principales interdictions ou autorisations ou modalités de l'injonction de rencontrer un médiateur. Alors, effectivement, donc ce premier piège qui est important et qui est une nouveauté, comme on l'a rappelé, qui a été introduite par le décret de 2022, c'est l'injonction de rencontrer un médiateur. Et alors, en quoi consiste cette injonction? Donc, je vais me permettre de vous rappeler l'article 127.1 qui introduit cette injonction de rencontrer un médiateur. Donc, qu'est-ce que dit l'article 127.1 donc, qui a été créé par le décret de 2022? Il indique qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties, prévu à l'article 131.1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu'il détermine un médiateur chargé de les informer, ça c'est important, de l'objet du déroulement d'une mesure de médiation. Et cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Voilà, donc ça c'est très important. De quoi on parle? En quoi consiste donc cette injonction? C'est un juge qui va désigner un médiateur qui aura pour mission de rencontrer les parties et de leur expliquer qu'est-ce que la médiation, de leur expliquer la médiation, de leur expliquer le processus de médiation, de leur rappeler la confidentialité, tout cela. Les parties, à ce stade, peuvent poser toutes les questions au médiateur qui a été désigné par cette injonction, enfin, suite à cette injonction. Et à ce stade-là, on s'est posé la question, parce qu'on a lu avec Catherine beaucoup de doctrines, beaucoup de gens se posent la question, on s'est dit que si beaucoup de gens se posent la question, c'est que la question méritait d'être un petit peu développée auprès de vous, c'est est-ce que l'on est déjà en médiation quand on est dans la procédure d'injonction de rencontrer un médiateur? Eh bien, pour nous, il n'y a pas de doute. On considère que non, on n'est pas en médiation. Et pour cela, on va du principe que si on avait été en médiation, on a le fameux article 131.3 du CPC qui dit normalement que la médiation, elle démarre quand on a versé une provision entre les mains d'un médiateur. Or, à ce stade-là, le médiateur n'est pas désigné pour mener une médiation, mais uniquement pour expliquer aux parties en quoi consiste le processus de médiation. Donc, à partir du moment où on considère que nous ne sommes pas dans la procédure d'injonction à rencontrer un médiateur dans la médiation, on n'y est pas encore entré, on est juste dans un process d'information, on peut se poser à juste titre la question de la confidentialité qui entoure la médiation. Parce que là, c'est un élément important. On sait tous que la confidentialité, c'est l'élément essentiel, je dirais même, de la médiation pour qu'elle se passe bien. Donc, si on n'est pas en médiation, est-ce que la confidentialité s'applique quand on est en injonction et qu'on rencontre des parties pour leur expliquer le processus? Là aussi, on va répondre non, mais on va dire quand même attention. On n'est effectivement pas dans la médiation, il n'y a pas de confidentialité, mais quand on est désigné médiateur dans une telle affaire pour répondre et expliquer la médiation, il faudra rester prudent sur la mission qui est allouée et qui est au médiateur. Le médiateur, à ce stade, ne doit surtout pas entrer dans l'affaire, il ne doit surtout pas demander à avoir accès à des pièces confidentielles, et il doit être donc très prudent parce qu'on n'est pas en médiation et qu'il n'y a pas de confidentialité. Donc, si jamais, par hasard, il se retrouvait dans une situation où il avait des éléments confidentiels entre les mains, même si on n'est pas en médiation, il faudra quand même être très vigilant. Donc, on n'est pas en médiation quand on est en injonction de médiation, mais donc pas de confidentialité, mais rester vigilant. Ensuite, effectivement, qu'est-ce qui se passe également? Il y a des interruptions de délai, mais là, je vais laisser Catherine poursuivre.
Alors, le sujet qui nous préoccupe est un autre article dont on va beaucoup vous parler aujourd'hui, que je vais vous lire, qui est l'article 910.2 qui résulte du décret. Que nous dit cet article 910.2 ? La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127.1, donc c'est l'article dont Myriam vous a parlé, ou qui ordonne une médiation, mais là on est dans le cadre de l'information médiation, donc c'est la première partie de la phrase qui nous intéresse, interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 905.2 et 908 à 910. Dernière phrase de cet article, l'interruption, donc l'interruption des délais, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. Alors, ce qui pose vraiment problème, c'est la deuxième phrase. La deuxième phrase nous dit que cette interruption, donc autant suspend ton vol, très bien, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que la fin de la mission du médiateur quand on est dans une procédure d'injonction, d'information à la médiation. En pratique, on fait quoi? On envoie un doodle aux parties et aux avocats après avoir récupéré leur adresse mail, c'est déjà tout un travail. On propose des dates, on se met d'accord sur une date et on fait une réunion Zoom avec les parties, leurs avocats. On leur expose les principes de la médiation. On ne rentre pas dans le fond du débat et donc on peut considérer qu'on a réalisé notre mission de médiateur d'informer les parties sur le processus de médiation à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer en pratique que la fin de la mission du médiateur, dans l'hypothèse de la procédure spécifique d'injonction à l'information-médiation, c'est à la fin du Zoom, le jour où on a réalisé cette information? Première hypothèse. Ou alors, deuxième hypothèse, est-ce que la fin de la mission du médiateur, c'est à la fin d'un délai de réflexion que les parties se sont données? Très souvent, à la fin de l'information, quand on a discuté sur comment se passe la médiation, les étapes, etc., les parties et leurs avocats nous disent « Bon, écoutez, c'est très intéressant, donc nous faisons du prosélytisme pour la médiation, on va réfléchir et on reviendra vers vous. » C'est tout à fait naturel, parce que le client et son avocat vont discuter, qu'est-ce qu'on fait? Les avocats vont discuter entre eux, est-ce qu'on rentre en médiation ou pas? Ils vont nous prévenir à des dates différentes et il nous arrive qu'après avoir fait une information de médiation, un avocat nous écrit « Mon client souhaite entrer en médiation » et un autre avocat vous dit « Mon client ne souhaite pas entrer en médiation ». Donc déjà, est-ce que la fin de la mission du médiateur, c'est quand on reçoit ces lettres? Ou alors, troisième hypothèse, est-ce que la date de la fin de ce délai fixé par la deuxième phrase de l'article 910.2, c'est quand le délai qui a été fixé par le juge dans son ordonnance d'injonction-médiation pour que cette information-médiation soit faite avant le est expiré. Donc, vous voyez qu'il y a déjà plusieurs hypothèses. Et puis alors, pour compliquer encore la chose, il y a le cas qui m'est arrivé et qui nous est tous arrivé, qu'on envoie une convocation par Zoom pour être informé sur la médiation et puis finalement, les parties ne viennent pas. L'information n'a pas eu lieu. Quand est-ce que prend fin la mission du médiateur? Quand l'information n'a pas eu lieu. Eh bien, je ne peux pas vous donner de réponse précise. Et donc, c'est un des points d'interrogation que nous avons en tant que praticiens, parce qu'on n'a pas de réponse définitive. Il n'y a pas encore eu de jurisprudence de la Cour de cassation sur ce sujet. Et puisque l'IEM a eu l'honneur d'être désigné parmi les membres du conseil d'administration du nouveau Conseil national de la médiation et qu'on nous demande à ce titre-là de réfléchir aux propositions, aux améliorations, aux nouveautés qu'on pourrait mettre en œuvre, eh bien, je crois que c'est un thème sur lequel il faut qu'on réfléchisse et sur lequel on doit donner une réponse précise. Parce qu'on se souvient tous de la fameuse formule d'une dirigeante socialiste « Pensez flou, c'est qu'il y a un loup ». Mais alors là, c'est plus qu'un loup parce que si la procédure n'est pas claire, il va y avoir des différends et ça peut avoir des conséquences très importantes, j'en parlerai plus tard, sur des délais et de prescription et des délais de procédure, notamment dans les procédures devant la Cour d'appel. Donc, je pose plus de questions que je n'apporte de réponses, mais donc il faut faire attention à ce point précis. Alors donc, nous allons passer au deuxième piège que nous avons identifié et que nous pouvons vous partager.
c'est la médiation et la confidentialité, quand et comment. Alors d'abord, il faut quand même rappeler que la médiation est confidentielle et que le médiateur est le garant de cette confidentialité. Le principe de confidentialité, c'est l'un des rouages essentiels du processus de médiation. Ça, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais tous les médiateurs le savent. Et d'ailleurs, c'est la confidentialité qui fait le succès de la médiation, parce que les personnes qui se retrouvent en médiation, quand elles ont un différend, ce qui les rassure, c'est d'être dans un espace confidentiel pour pouvoir se dire des choses en toute liberté, en ayant l'assurance que ce qu'elles diront ou ce qu'elles produiront ne pourra pas ensuite être produit en justice à leur encontre. Donc, la confidentialité est très importante et c'est pour ça qu'il nous a semblé important de parler de cela. D'ailleurs, cette confidentialité est particulièrement appréciée par le monde des affaires et c'est pour ça que souvent dans le monde des affaires, on a affaire à la médiation en raison de ce principe de confidentialité. Il faut quand même distinguer deux types de médiation, comme on l'a dit, c'est la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle. Toutes les deux sont confidentielles, bien évidemment. La médiation judiciaire, elle est confidentielle et dès la désignation du médiateur, le juge l'indique et rappelle ce principe de médiation, de confidentialité. Et alors, cette confidentialité, elle remonte quand même assez loin, parce que le texte de référence de cette confidentialité, tel qu'on le connaît, il est communautaire. Il est communautaire, il remonte à une directive 2008-52 CE qui porte sur la médiation en matière civile et commerciale, et notamment son article 7 intitulé « Confidentialité et médiation ». Donc, il y a bien longtemps déjà que la communauté européenne avait introduit clairement cette confidentialité, et donc elle disait que la médiation doit être menée, qu'est-ce que dit donc cet article, de manière à préserver la confidentialité, et elle prévoyait également des exclusions, notamment pour les raisons, que la confidentialité pouvait être levée pour des raisons impérieuses d'ordre public, ou lorsque la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation était nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter le désaccord. Cette directive 2018 a d'ailleurs été reprise et elle a fait l'objet de l'article 21.3 de l'ordonnance 2011-1540. Voilà, donc ça c'était juste pour rappeler quand même que ce principe de confidentialité remonte donc à 2008 et à un texte communautaire. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on parle qu'il y a une confidentialité? Comment en pratique cela se traduit? Eh bien, il faut être très vigilant, parce que quand on est en médiation judiciaire, même si on a été désigné comme médiateur et qu'on sait qu'on est dans la confidentialité, il faut quand même qu'on s'assure que ce principe de confidentialité va être respecté. Et en pratique, on fait signer ce qu'on appelle un engagement de confidentialité. Et cet engagement de confidentialité, donc rappelle ce principe-là, il est fait signer aux parties, donc à la médiation, pour qu'ils leur soient opposables, pour leur rappeler qu'ils ne peuvent pas utiliser ce qui est dit pendant la médiation en dehors de la médiation. Les avocats, on ne leur fait rien signer parce que, de par leur ordre et de par leur métier, ils sont tenus par le secret professionnel, ils le savent, donc on ne fait pas signer la convention de confidentialité aux avocats, mais bien penser, dès qu'on démarre une médiation, à faire signer ce fameux engagement de confidentialité. Pour la médiation conventionnelle, c'est généralement l'acte de médiation conventionnelle, c'est la convention, on va dire, de médiation conventionnelle qui prévoit qu'est-ce qui est confidentiel dans le cas de cette médiation et qui introduit ces articles dans cette convention. Donc ça, très important. Donc, qui doit le signer, ça on l'a vu. Il faut être très, très vigilant donc sur la confidentialité. Et cette confidentialité, elle est rappelée par l'article 131.14 du décret 2022. Et je voudrais vous en donner une lecture pour le rappeler. Cet article 131.14 dit quoi? Il dit « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. » Donc ça, c'est vraiment écrit dans le dur.
Et c'est très large, ce n'est pas que les pièces, bien évidemment, c'est tout ce qui peut être dit, donc également les déclarations dans le cadre de la médiation. On peut également se poser la question de savoir, est-ce que tout est confidentiel? Oui, le principe, c'est que tout est confidentiel, mais les pièces qui ont été produites en justice, des contrats qui sont signés, qui sont publics, les informations publiques, si jamais elles étaient, on va dire, partagées à nouveau dans le cadre de la médiation, bien évidemment, elles ne sont pas confidentielles, puisque elles sont déjà publiques ou elles sont déjà connues par les parties. Ce n'est pas confidentiel. Il ne faut pas non plus se mettre, j'allais dire, se mettre une balle dans le pied. Ce qui est confidentiel, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est dit. C'est également les propositions qui pourraient être faites en médiation. Ça, c'est vachement important. Le fait qu'il y ait eu un accord, une concession, tout cela ne doit pas ensuite être divulgué. C'est vraiment très confidentiel. Les pièces communiquées, là aussi, prudence, parce que quand on communique des pièces et que ce sont des pièces qui sont frappées par le sceau de la confidentialité, et compte tenu que quand on est médiateur, on doit s'assurer de cette confidentialité, bien s'assurer que la façon dont les pièces sont communiquées, ne jamais transmettre directement une pièce à une partie. S'il y a des avocats, privilégiés de les communiquer à l'avocat qui lui-même saura leur garder la confidentialité qui va bien. Parce que si jamais la confidentialité n'était pas respectée, ben, c'est le rejet des pièces dans le cadre du débat judiciaire. Donc la sanction, elle est immédiate normalement et elle est très importante. Et je voudrais vous rapporter une réponse du ministère de la Justice qui a été publiée récemment avec une question qui montre l'importance de cette confidentialité. Donc il s'agit de quoi? C'est M. Masson, Jean-Louis, qui habite en Moselle, qui pose la question suivante au garde des Sceaux. Je vais vous la résumer. Il rappelle que les procédures de médiation qui tentent à se développer sont gouvernées par le principe de confidentialité. Et il pose la question suivante. Certains assureurs demandent à leurs avocats intervenant pour le compte des assurés d'établir des comptes rendus de réunions de médiation et il demande si cela contrevient au principe de confidentialité de la médiation. Eh bien, la réponse du ministère de la Justice qui a été publiée le 23 mars 2023, donc cette année, il n'y a pas si longtemps que cela, est sans équivoque. Le ministère de la Justice rappelle clairement que les informations, les propositions et les concessions reçues par les médiateurs sont confidentielles. Et donc, très clairement, il dit que le médiateur n'a pas, ni l'avocat, n'a pas à transmettre de telles informations à l'assureur. Voilà, donc ce principe de médiation, très important, soyez vigilants. Alors, avant d'aborder la question des délais, je voudrais compléter la réflexion de Myriam parce que en matière de médiation conventionnelle, c'est quand même assez dangereux. C'est toujours le problème de savoir quand débute la médiation. Bon, parce que la médiation, elle peut débuter parce qu'il y a eu une convention de médiation signée en bonne et due forme. Et la convention de médiation va dire que la médiation commence le jour de la signature de la convention ou la médiation commence le jour de la première réunion. Et donc, ça veut dire en fait que quand vous êtes le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle, avant qu'une convention de médiation soit signée, quel est le statut des échanges que vous avez nécessairement avec les avocats, avec les parties? C'est une espèce de zone grise. Il faut être très vigilant. Évidemment que si vous écrivez en tant que médiateur qui va initier une médiation conventionnelle et que la convention de médiation n'est pas encore signée parce qu'on la transmet en projet aux avocats, il y a parfois des adaptations sur le délai, sur le coût de la médiation. Il est évident que tout ce qui concerne l'organisation pratique de la médiation n'est pas encore totalement confidentiel. Il faut bien se mettre d'accord sur une heure, sur un lieu, sur une durée. Donc, il y a une espèce de zone grise sur laquelle il faut, à mon sens, être extrêmement vigilant parce que ce n'est pas encore confidentiel. Il ne faut pas recueillir de confidences, il ne faut rien dire sur le fond du dossier, il faut juste organiser les choses pratiquement. Donc, c'est ça que je voulais vous dire parce que c'est une période qui peut parfois durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand on a beaucoup de parties, avec des parties qui sont dans des lieux différents. Et en tant que médiateur garant
du respect de la confidentialité du processus, il faut faire très attention, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir une convention de médiation conventionnelle qui soit très claire sur le sujet. Au moins en médiation judiciaire, grâce au décret 2022, on sait que la médiation commence le jour où le médiateur a reçu l'intégralité de la provision. C'est clair et net. Mais en médiation conventionnelle, c'est moins clair. Alors, troisième piège que nous avons détecté avec Myriam, c'est le piège des délais. Alors, après l'heure, c'est plus l'heure. Mais il y a deux aspects des délais en médiation qui peuvent poser difficulté. Et c'est surtout un piège, il faut le dire, pour les avocats. Parce que les avocats, s'ils commettent une erreur en toute bonne foi sur l'interprétation d'un texte, eh bien, ils peuvent se faire des soucis. Au 8e. Pardon? J'entends quelqu'un qui parle, donc il faudrait couper les micros. Et donc, je continue sur le problème des délais. Alors, premier problème, la prescription. Vous savez que la prescription, ça désigne la durée au-delà de laquelle on ne peut plus intenter une action en justice. Donc, le délai de droit commun est de 5 ans. Pour vous donner un exemple, si vous êtes victime d'un vice du consentement, vous avez signé un contrat, il y a eu une erreur, il y a eu un dol, il y a eu de la violence, vous pouvez engager une action judiciaire pour vous plaindre et demander réparation de préjudice dans les 5 ans, soit du jour où le dommage a été commis, soit du jour où vous auriez dû vous rendre compte de l'existence d'un dommage. Et si l'action judiciaire est intentée 5 ans et 3 mois après, eh bien, elle sera irrecevable. C'est la prescription, c'est l'acquisition de la prescription. Donc ça, c'est le principe général. Maintenant, tout à l'heure, on vous a parlé de la médiation qui suspend les délais, donc c'est très intéressant. Et il y a un article sur lequel j'attire votre attention, qui est l'article 2238 du Code civil, qui nous dit « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation, très bien, ou à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. » Très bien. Bon, alors, ça veut dire que la prescription, ce fameux délai qui court et qui, s'il est atteint, empêche la partie de se plaindre parce que son action est prescrite, ce délai, il est suspendu pendant le temps de la médiation et importance de signer une convention de médiation quand on est en médiation conventionnelle, puisque le texte de l'article 2238 nous dit qu'il est suspendu à compter de l'accord écrit, donc convention de médiation, accord de médiation, le temps est suspendu à compter du jour de la signature de la convention, ou alors, s'il n'y a pas de convention, à compter du jour de la première réunion. Donc, vous voyez l'importance. Alors, quand on est en médiation judiciaire, il n'y a pas de problème, parce que d'abord, si on est en médiation judiciaire, c'est qu'il y a eu une assignation. Et donc, l'assignation introductive d'instance, elle a suspendu les délais de prescription en tant que telle. Et en plus, il y a eu une décision mettant en œuvre la médiation judiciaire. Donc, on a une date certaine sur le processus judiciaire, sachant que la médiation judiciaire va commencer, on l'a vu tout à l'heure avec Myriam, le jour où les provisions ont été intégralement réglées. Donc, je dirais qu'en matière de délai, s'agissant de la médiation judiciaire, pour savoir quand est-ce que la médiation commence et quand est-ce que la prescription est interrompue, on n'a pas de souci. Mais en revanche, dans la médiation conventionnelle, il faut faire très attention parce que, là encore, il y a des zones grises. Les échanges qui ont lieu avant de mettre en œuvre la médiation n'interrompent pas le délai de prescription. S'il y a une clause de médiation dans un contrat ou dans un pacte d'actionnaires, donc c'est une clause qui a été conclue avant tout litige, parce que vous signez un contrat et vous mettez une clause que si un jour vous avez un problème avec votre co-contractant, vous recourrez à la médiation. C'est une clause générale, mais la clause générale n'interrompt pas d'elle-même le cours de la prescription puisqu'elle a été conclue avant la naissance du litige. Or, dans l'article 2038, on nous dit bien que c'est un écrit qui a été conclu après la survenance du litige. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une clause de médiation dans un contrat que, ipso facto, l'interruption de la prescription est acquise. Et puis, quand il n'y a pas du tout de convention, qu'est-ce que c'est que la première réunion de médiation? Là aussi, il faut se méfier. Une première réunion de médiation,
puisque la médiation, on le sait tous, c'est un processus structuré. C'est une réunion avec toutes les parties et leurs conseils. Ce n'est pas une réunion avec juste les avocats des parties, ce n'est pas non plus une réunion avec une seule partie. Et donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à cette date de début de la médiation. Catherine, je t'interromps, je ne sais pas où vous en êtes de votre topo. C'est passionnant, c'est absolument passionnant. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Il faudrait qu'on puisse les passer. Alors, je vais finir. Je voulais signaler simplement que dans l'article 7 de la Convention type de l'IEM, on définit très précisément le début de la médiation. La date de début de la médiation est fixée à la date de signature des présentes, date à laquelle les délais de prescription seront suspendus, conformément aux dispositions de l'article 2238. Bon, alors c'est très important. Je passe sur un délai de grâce procédurale qui est bénéficiaire à la partie à l'encontre de laquelle la prescription court. Si la médiation a capoté, la partie a 6 mois pour assigner après la fin de la médiation conventionnelle. Et j'en finis très rapidement pour mettre un chiffon rouge pour tous les confrères qui nous écoutent sur l'épineux problème des délais de procédure en appel et la médiation. Très rapidement, quand vous êtes appelant, vous avez 3 mois pour déposer vos conclusions à compter de la déclaration d'appel dans un appel classique. Et quand vous êtes l'intimé, vous avez 3 mois pour conclure à compter de la notification des conclusions d'appelant et pour faire appel incident. Ces délais sont suspendus dans le cadre de la médiation, mais là encore, personne n'est d'accord parce qu'on retombe sur la deuxième phrase de l'article 910.2 qui nous dit que les délais reprennent à la fin de la mission du médiateur. Et on retombe sur tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand la fin de la mission du médiateur. Il y a une grande incertitude là-dessus et donc j'encourage mes confrères à faire très attention et à mettre en route dans leur agenda tous les délais. Voilà, alors on a un panorama de jurisprudence. Rapidement, est-ce qu'on peut l'évoquer ou alors on attend les questions? Il est 9h15, on a beaucoup de questions. Peut-être tu le feras après ou tu l'enverras avec les slides à la fin. D'accord. Je signe ce que je peux pas. On l'a mis là, on l'a partagé, donc tout le monde y a accès. Donc on n'a peut-être pas besoin d'entrer dans le détail sur les jurisprudences. On donne toutes les références. Ce sont des jurisprudences qui sont plutôt récentes, et donc on laisse chacun en prendre connaissance. On ne reviendra pas là-dessus. Peut-être. Ça porte simplement sur. Emmanuel. Attendez, il y a Emmanuel qui veut dire quelque chose. Non, c'est pour dire à l'issue de la présentation, il faudra arrêter le partage d'écran pour qu'on vous voit de nouveau, s'il vous plaît. Alors, OK. Alors, je vais retirer le partage. On peut l'envoyer aux participants.